Nous revenons à l'antenne tout en présentant nos sincères excuses à la grande communauté de téléspectateurs. Quelques petits soucis techniques à l'entrée de cette émission. Nous rappelons donc simplement que vous êtes en direct sur Info TV au canal 6, mais également au canal 508 du canal Plus International. Nous irons naturellement jusqu'à 11h52 pour ce début de semaine dans le cadre de votre lundi politique. On marque un arrêt pour nous poser la question de savoir s'il y a réellement la guerre des clans désormais au Cameroun, au sommet de l'État politique. Que dire de la guerre des clans dans notre pays, le Cameroun? Et lorsque nous avons dit cela, nous accueillons ces invités qui répondent déjà présents. Bernard Ouna, bonjour. Bonjour mon cher Parfait Haïti, bonjour à votre panel, bonjour aux nombreux téléspectateurs et nombreuses téléspectatrices qui nous regardent à travers le monde entier. Je suis très heureux d'être là ce matin. Je vous remercie d'ailleurs pour cette autre invitation sur ce prestigieux plateau d'Espace Miné Politique. Parfait, ici, j'ai passé un week-end féerique, un week-end fantasmagorique, pour parler comme le professeur Jacques Famendongo, parce que ma fille, une de mes nièces, allait en mariage. Elle s'appelle Gisèle Noël. Elle a épousé un digne fils à Konolinga qui s'appelle Armand. Ils ont convolé donc en très juste noces à l'hôtel de ville de Yaoundé samedi dernier pour leur mariage civil. Après ce mariage, ils nous ont gâtés avec un vin d'honneur copieux, formidable. Et puis dans l'après-midi, donc, il y a eu une réception offerte du côté de Happy, c'est dans l'arrondissement de Yaoundé 4e. C'était vraiment magnifique ce que ces gens-là nous ont offert. C'est derrière la première fois que j'assiste à une réception à 16h. Je dois avouer que c'était 16h. Et le vin d'honneur a eu lieu quand? À 12h. Wow. Juste après. Ça veut dire que c'était réglé comme si du papier à musique. Oui, comme du papier à musique. Et c'était très sérieux, c'était très discipliné. Et je tenais donc à leur dire bravo et féliciter les parents, notamment notre frère Somba Nestor, le père de la mariée, ses frères Nkodon Sulumedar, le chef de famille là-bas chez les Mvorbelinga et on a Didier. Ils ont mis des petits plats dans les grands. Merci pour toutes les attentions, pour toutes les commodités. Nous avons été très bien reçus. Nous, c'est la famille maternelle, c'est notre famille maternelle. Très bien. Ils sont des petits-fils de Mvorwatsora Tourébé. Et donc, je tenais à leur dire merci aujourd'hui au nom de la famille de Tourébé, chapeauté par M. Yoma Alexandre Marie. Merci. En face de vous, Samy nous a retrouvé pour les intimes. Samuel Bonjok de Direct Info. C'est le DP. Bonjour. Bonjour, Parfait Haïti. Bonjour à tous vos milliards de téléspectateurs, d'internautes. Je suis toujours vraiment heureux et honoré de recevoir votre invitation. Et je salue au passage Jérémy qui fait un grand travail de sélection de vos panels qui sont... Jérémy Minkeng. Jérémy Minkeng, oui, qui est très relevé. Vraiment, on vous regarde avec beaucoup de délectation et je comprends pourquoi une petite boue sur le son peut ameuter. Certains téléspectateurs étaient déjà énervés. Oui, et ils ont raison. Oui, ils ont parfaitement raison parce que... Nous travaillons pour eux. L'espace minier est devenu une religion et je crois que quand on manque une seule seconde, une seule minute d'espace minier, on sent qu'il y a quelque chose qui nous a quittés. Et je profite de cette occasion, Parfait ici. Nous sommes pendant les vacances et j'ai poussé une réflexion hier quand je suis allé faire mon sport du côté du parcours Vita. Tu vas faire le sport là, il y a les grands. Oui, je sais, par moment, il faut aller faire comme les autres. Moi, je fais mon sport à Hala. Oui, parfois on veut pousser une réflexion pour comprendre un peu. C'est comme si j'avais une idée sur la thématique de ce jour. Je suis allé, c'est vrai que c'était à l'occasion des 30 ans du quotidien Mutation. Il y avait une marche sportive, mais quand j'ai fait un tour là-bas, au parcours Vita, ce sont des grands lieux de la République pour ceux qui ne savent pas. Le parcours Vita de Yaoundé, vous parcourez pratiquement l'axe présidentiel et vous voyez le véritable Cameroun, le Cameroun d'en haut en haut. Et je me suis posé une question de savoir, mais nous sommes pendant les vacances, mais que font
ces personnalités à qui Dieu a donné la grâce de gérer les affaires publiques pour alléger la souffrance des milliers de parents qui croupissent sous le poids de la vie chère et de la pauvreté ou alors du chômage rampant. Alors, je me suis dit, oui, ton problème c'est quoi? Ici, vous savez, quand on pousse la réflexion, parfois, on essaye d'aller chercher... Allons droit au but. Et pour aller droit au but, parfois ici, quand vous regardez comment est-ce que les vacances s'organisent dans nos localités... Quel est le rapport avec les hautes personnalités et les vacances et le parcours Vita? Oui, parce que généralement, ces très hautes personnalités qui ont construit le long de l'axe présidentiel, à la sortie même de l'entrée du palais de l'unité, sont des hauts cadres de la République, sont des ministres, sont des personnalités ressources d'accompagnement du RDPC dans les différents villages. Le problème, c'est quoi, Samuel? Des élites qui président à la première loge, sur la chaise d'honneur, les hautes cérémonies de la République. Et on s'attend à ce que, quand les vacances arrivent, qu'on fasse également vivre les vacances à notre jeunesse locale. Et je vais donc vous mettre le pied dans le plat pour dire que les vacances sont animées par des championnats de vacances, par des stages de vacances, par des bourses scolaires qui permettent aux parents démunis, qui permettent aux parents démunis d'avoir un soutien de leur élite. Alors, combien d'élites, combien de ministres organisent des championnats de vacances dans leur localité? Combien de directeurs généraux rentrent au village pour animer la vie dans leurs différentes communautés? Voilà ma réflexion que j'ai pu mener hier quand j'ai vu des châteaux poussés de terre. Alors, je me suis dit que si on pouvait également avoir, comme certaines personnes que j'ai pu collecter comme ça, le professeur Nguye Kanté, qui est secrétaire général adjoint des services du Premier ministre, qui fait un travail formidable du côté de Bafoussam, comme le ministre Jean-Ernest Massenanga Lebibé avec sa fondation Main Tendue, du côté d'IDEA, la Sanaga Maritime, qui mobilise une très forte communauté avec des bourses scolaires de plus de 500 jeunes par an, comme Madame le ministre Célestine Ketcha-Courtez avec sa fondation Table Ouverte, qui accorde 1000 stages de vacances, pas de 1000 stages de vacances depuis 16 ans aujourd'hui. L'opération a été lancée la semaine dernière, avec un championnat de football billard. Mais comment est-ce qu'une ville comme Yabassi, qui a également un ministre, comment est-ce qu'une ville comme Essé, qui a également des très hautes personnalités, je ne sais pas si chez vous en Bancomo, votre ministre organise également une activité de forte mobilisation. On n'a même plus de ministres en Bancomo. Je ne sais pas, bon, dans le Amefoua, en général, je ne sais pas si du côté, qui est directeur général de la SNI, je ne sais pas si dans son village, on organise un championnat de vacances d'envergure là-bas. Elle est depuis plus de 20 ans. Je ne sais pas si du côté de la Haute-Sanaga, il y a un championnat d'envergure qui porte le nom de la très haute personnalité qui coiffe, qui chapeaute cette localité. Merci. Donc j'invite donc par votre émission, à travers votre émission, ces élites à qui le Seigneur a donné des grâces. On vous a compris, il ne faut pas faire la méchanceté, il ne faut pas faire le mauvais cœur. On va accueillir Alain Do. Il faut également aller aider les populations démunies qui souffrent dans les villages. Alain Do, bonjour. Ah, Samuel, j'ai eu l'impression que c'est un prêche du haut d'une chaire. Bon, bonjour à nos millions de téléspectateurs à travers le monde. Bonjour à mes co-discutants déjà installés. Parfait, moi je vais pas t'embarrasser, je vais rapidement. On va simplement s'associer à la grande famille Ngota, qui a perdu le fils, l'oncle, et le frère. C'était au cours de la semaine passée qu'il y a eu la grande veillée et la levée de corps. C'était du côté de Loum, je crois bien. Donc la grande famille en question à la maison familiale au niveau de Chapelle-Issos. Donc on leur présente une nouvelle fois nos condoléances et que le Seigneur apaise le cœur par rapport à cette perte. Disons également bonjour ce matin à un fidèle téléspectateur, c'est un valeureux monsieur Eton, il s'appelle Germain Eluna, donc si vous vous appelez Germain Eluna, ressentez tout simplement nos salutations à partir de là où vous vous trouvez, 10h, 11h52, qui dit mieux?
Kofi Vianebia, bonjour. El Perfecto, bien le bonjour. Bonjour à votre riche et impressionnant panel ce matin. Comment ne pas saluer nos charmants et fidèles téléspectateurs qui nous regardent avec beaucoup de bonheur et beaucoup de plaisir. Le week-end a été pas très facile, mais bon, on est là pour nos téléspectateurs. Il faut toujours tenir bon. Hein. Oui, toujours. Soyez comme des vrais soldats, soyez comme des vrais généraux. Ils n'abandonnent jamais dans un champ de bataille. Exact. Même lorsque vous avez l'impression que le ciel vous tombe sur la tête, dites-vous toujours que les lendemains seront meilleurs. Bien sûr. TVB, El Perfecto. que disent les journaux? Les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin, Parfait Haïti, présentent pas mal d'actualités. Nous ouvrons donc cette revue de presse avec un journal de la maison. Il s'agit bel et bien du journal Info Matin de Dieudonné Mbengue qui s'intéresse au transport des produits pétroliers. Le ministère des Transports et Total Energies consolident leur partenariat. C'est bien sûr ce que nous dit ce journal qui est disponible en kiosque et qui nous fait savoir en page 3 que c'est à la faveur de l'audience que le ministre des Transports, Jean-Ernest Masséna Ngalé-Bibé, a ce 3 juillet 2026 à Yaoundé, accordé au directeur général de l'entreprise, Lassina Touré. Cette information est à lire en page 3 du journal Info Matin. Le Firmament est également disponible en kiosque et le journal de Parfait Haïti parle de sécurité routière. Jean-Ernest Masséna Ngalé-Bibé lance une vaste campagne à la faveur des vacances scolaires dans son objectif de garantir la bonne circulation des personnes et des biens sur les différents axes du pays. L'autorité en charge des transports a initié un plan d'action qui consiste à mobiliser les équipes sur le terrain à l'effet de sensibiliser les conducteurs et autres citoyens sur le respect des usages de la route en cette période marquée par l'intensité du flux sur la voie terrestre. Une mesure saluée à l'unanimité par les transporteurs et les voyageurs, mais qui n'exclut pas la rigueur dans ce programme dont l'ambition est de lutter efficacement contre les accidents. C'est en page 4 que le Firmament revient donc sur la sécurité routière ce matin et parle de cette vaste campagne lancée du côté du ministère des Transports. En quête d'un avenir, le roman autobiographique et évocateur de Jean-Pierre Incal en grande affiche sur la scène du livre. Information à lire en page 8 de ce journal et c'est bien sûr la petite une du journal Le Firmament. La météo, le tri hebdomadaire d'information, d'enquête et d'analyse et de reportage parle de droits de l'homme. Bombok Matip, séquestré à la prison de Bertois. Le journaliste a été interpellé à Yaoundé le 7 juillet 2026 par la police puis transféré sans mandat de dépôt au chef-lieu de la région de l'Est. Le Synagique, dans un communiqué le 30 juillet, dénonce une détention arbitraire et exige la libération du DP du journal Climat Social. On parle de cette autre information, une du journal La Météo, révolte silencieuse. À Tangandji, fait tomber la barbe de Soulé Onoyolo. Le ministre de l'administration territoriale a bien voulu rencontrer le brillant journaliste il y a un mois par la force d'un dialogue franc et sincère. Il y a près d'un mois, le ci-devant ministre chargé de mission à la présidence aura sans doute contribué pour que l'éditorialiste du quotidien Le Messager puisse changer d'opinion et reprenne une vie normale, non sans lui avoir fait savoir que le chef de l'État est une institution à laquelle l'on ne saurait mettre sous quelque pression. Et le vendredi 3 juillet, il s'est fait complètement la raser. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. C'est ce que nous dit la météo ce matin en page 4. Le Messager de Feu Pius Ndiawe en petite une parle également de Soulé Onoyolo, tondu mais pas vaincu. C'est ce que nous dit ce journal en page 9. Mayoré, décentralisation confisquée. Maire UNDP de la commune de Touboro qui subit depuis des années un mépris caractériel des textes régissant le fonctionnement de cette municipalité à cause d'une monarchie incarnée par le Lamido de Rebouba, déterminé à régner sans partage. Célestin Yandal se lâche de la page 3 à la page 4 du journal Le Messager. La vitrine, le journal de Bernard Owona, nous amène au Sénat ce matin. Les faux diplômes bloquent les nominations. Élu au perchoir de la Chambre haute depuis le 17 mars 2026, le président du Sénat, Aboubakari Abdoulaye, a du mal à opérer un redéploiement stratégique du capital humain de l'institution parlementaire, étant dans l'attente des recommandations concrètes du rapport de la commission Amama Benjamin, où il est signalé de nombreux cas de faux diplômes. On présente donc la situation qui
prévaut du côté du Sénat ce matin. En page 3 du journal La Vitrine. Performance, la CSPH consolide ses acquis. Information à retrouver au bas 1 du journal La Vitrine. Dans un environnement énergétique sous tension, la Caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures, CSPH, est parvenue à préserver ses fondamentaux financiers. Si son bénéfice net recule de 7,13 milliards francs CFA en 2025 contre 12,89 milliards francs CFA en 2024, l'institution affiche en revanche un renforcement notable de sa situation désormais établie à 170,28 milliards francs CFA en hausse par rapport à 158,08 milliards francs CFA enregistrés un an plus tôt. Ces chiffres sont à retrouver ce matin en page 12 du journal de Bernard Orona. La Vitrine, la nouvelle expression, est en kiosque et s'intéresse ce matin à l'Assemblée nationale. La nomination qui fait polémique est présentée en page 3 du journal La Nouvelle Expression. Le Jour s'intéresse ce matin à ces institutions financières. Les 25 institutions financières africaines qui comptent sont présentées en une et les détails sont à lire en page 3. Mutation de Georges Alain Boyomo parle de cet anniversaire. 30 ans en marche. Des centaines de personnes d'horizons divers ont participé hier à Yaoundé à la marche sportive à l'occasion du trentenaire du quotidien Mutation. Le programme de la célébration prévoit une journée portes ouvertes ce lundi, un atelier d'écriture et une conférence débat mardi et une soirée de gala en apothéose mercredi. Voilà donc pour ce qui est du programme. Parlons bien sûr de l'anniversaire de Mutation. L'œil du Sahel de Guibaï Gatama s'intéresse au logo Nechari. 9 morts dans une attaque de Boko Haram à Milari. Information à lire en page 3. Allons au Madjeni avec le Zénith. Le Zénith qui présente ce matin cette situation du côté du Madjeni, toujours sous assistance des subventions hypothétiques. 1,8 milliard de francs CFA pour amorcer l'apurement de la dette salariale. Est-ce une roublardise de plus du gouvernement pour calmer la grogne des employés qui accumulent plus de 43 mois d'arriérés? Interrogation à retrouver en page 3 du journal Le Zénith. La nouvelle de Jacques Blaise Mvier parle de l'affaire Martinez-Zogo, des curiosités au tribunal militaire. Un vaste complot ourdi au tribunal militaire de Yaoundé visant à disculper Jean-Pierre Amougou Belinga et ses co-accusés démasqués. Thèse du 2e commando, une fausse piste de l'assassinat du journaliste d'Amplitude FM. À qui profite le crime quand on sait que Martinez-Zogo avait fait de la lutte contre les atteintes à la fortune publique son cheval de bataille? La nouvelle s'interroge ce matin de la page 2 à la page 7. Kalara, l'hebdomadaire du monde juridico-judiciaire, parle de ce rebondissement. L'affaire Martinez-Zogo, les vidéos de l'horreur et les annonces choc à retrouver de la page 3 à la page 11 de ce journal. L'indépendant de Max Mpanjo s'intéresse au pouvoir discrétionnaire. Pourquoi ça coince? Ce journal présente l'information de la page 5 à la page 7. Au bas de 1, on parle bien sûr de la Sonara. Le défi de la modernisation est à lire en page 8 du journal de Max Mpanjo. Moyomosala Hebdo parle d'assainissement du secteur minier. La règle d'or de Paul Biya sur instruction du chef de l'État. 74 permis de recherche dans le secteur aurifère ont été retirés pour non-conformité aux dispositions en vigueur. Immersion dans un domaine en pleine mutation. C'est de la page 6 à la page 7 du journal Moyomosala Hebdo. Route Boya à Limbé. Les chefs disent merci. C'est ce que nous dit Cameroun Tribune ce matin en une. Direct info de Samuel Mbonjok s'intéresse à la production massive des logements SIC. L'onction du conseil d'administration est présentée en une. Réunie le 1er juillet 2026 à Yaoundé en sa 237e session, le conseil d'administration de la Société immobilière du Cameroun, en abrégé SIC, sous la conduite de sa présidente Célestine Ketcha-Cortès, a tiré la sonnette d'alarme sur les comptes et états financiers de l'exercice budgétaire 2025 en accordant par la même occasion son onction au directeur général Amadou Sardaouna pour une relance sans délai de la production massive des logements sociaux avec l'appui financier de Shelter Afrique, la nouvelle banque africaine de l'habitat. À retrouver donc le conseil d'administration de la SIC de la page 4 à la page 5 du journal Direct Info. On parle cacao ce matin avec l'universitaire. Marga Tangana plaide pour un partage plus juste de la valeur. Le journal de Paul Ngelengele nous le dit ce matin en page 8. Climat social parle de recettes minières à Betareoya. Le temps des comptes a sonné. Les Camerounais exigent la transparence sur les recettes de l'or. Information à lire en page 2. Sans détour parle de cette décision. Assainissement
du secteur minier, 74 entreprises déchues de leur permis de recherche. La décision a été rendue publique la semaine dernière par le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, professeur Focalistus Gentry. Motif, non-conformité aux dispositions du code minier. Au MINMIT, la lutte contre la fraude ne faiblit pas. La liste des entreprises sanctionnées est à consulter en page 4 du journal Sans détour. Panorama News s'intéresse à la diplomatie académique, transformation numérique de l'éducation, le plaidoyer réformateur d'Armand Claude Abanda, invité à Paris dans le cadre de la présentation du premier rapport mondial de l'UNESCO sur les tendances de l'enseignement supérieur. Armand Claude Abanda, titulaire de la chaire UNESCO d'Afrique centrale, Access TIC, a porté le plaidoyer africain pour une université plus inclusive, connectée et adaptée aux défis de l'intelligence artificielle. Cette revue de presse se referme avec la riposte qui parle de semaine de la solidarité sous la très haute impulsion du chef de l'État, Pauline Irène Guéné, orchestre 4 jours d'action concrète pour les personnes vulnérables. C'est avec le magazine de Maxime Niamben que nous refermons dans cette revue de presse acte 2 sur Info TV ce jour. Mesdames, Messieurs, avec la somme de 400 francs CFA seulement, vous avez votre journal disponible en kiosque ce matin. Merci de toujours faire confiance à Info TV pour vous informer et merci El Perfecto pour cette magnifique tribune. Merci à toi TVB pour cette brillante revue de la presse. Nous nous disons tout simplement à demain 10h. Avec le même plaisir. Bonne suite d'émission à vous. À tout de suite pour la suite. Et nous repassons la parole à Alain Douk cette fois-ci pour la dénonciation de ce début de semaine. Oui, pour ce lundi, comme dénonciation, nous allons utiliser comme prétexte une vidéo qui est devenue virale, où on voit un de ces clercs, un de ces responsables d'église, dans des postures non orthodoxes, avec l'épouse de quelqu'un, pour fustiger ce comportement dont on a fait écho. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pasteurs là, hein, des gens qui se disent pasteurs, mais qui vont avec des femmes, des gens dans leur congrégation. Alors vous êtes là comme ça, le pasteur lui passe à la casserole, l'épouse du premier diacre, l'épouse, je sais pas moi, des anciens, etc. Donc, il y a des plaintes et des familles comme ça qui se retrouvent divisées en raison du comportement lascif de ces pasteurs-là. Et nous voulons vraiment fustiger ça. C'est très grave. Parce que justement, dans la vidéo parfait devenue virale, ben, le chef chante de cette communauté-là, justement, c'est lui qui voit sa femme pendant qu'il était en voyage professionnel quelque part. Le pasteur passe à la maison pour coucher avec sa femme. C'était un évêque, hein? Mais je ne veux pas qu'on ait leur titre. Tout un évêque. Les titres ne m'intéressent pas. Nous avouons quand même que la vidéo est choquante, hein, parce que, bon, malheureusement, nous sommes en télévision, on devait vous montrer cette vidéo dans des positions les plus osées. L'évêque avec l'épouse de son chef chantre. Donc, ce qu'on appelle souvent habituellement le chef de la chorale. Oui. Donc, l'évêque est-ce que c'est sérieux? passe à tabac sa femme. Il dit que c'est le diable parfait, que vraiment, il a envoyé la vidéo par Mégade dans le groupe WhatsApp de la communauté, et finalement quand tout le monde... Il a confondu. Oui, il a confondu. Ou c'est plutôt Dieu qui l'a confondu. Il n'a pas confondu. Oh, je sais pas quoi. Dieu voulait le punir. On va passer la parole à Bernard Oona, des hommes de Dieu
pour ne pas parler des hommes odieux. Odieux. Qui passent entre guillemets à tabac les épouses et les copines de leurs proches collaborateurs à l'église. Votre regard? C'est un vieux dossier, sauf que pour faire comme Alain Douk, coller un mot à l'actualité par rapport à la vidéo devenue virale, que j'ai regardée moi-même avec beaucoup d'intérêt. Ah, d'intérêt? Oui, parce que où était l'intérêt? Poser des questions sur les performances d'un évêque. Mais il ne faut pas dire que les performances. J'ai bien regardé ça avec intérêt plusieurs fois. Je dis, mais quel est cet évêque qui est si habile, si ingénieux au lit? Alors, parfois ici, cette affaire est compliquée. L'affaire où on a dit que les hommes de Dieu ne doivent pas se marier. Je parle des prêtres. Les pasteurs, eux, ils se marient déjà. Ce que les hommes de Dieu font dans les églises comme mal à leurs ouailles, aux familles des gens, ça devient de plus en plus préoccupant. Et je pense qu'il faut recadrer ces gens-là. Ils sont devenus dangereux pour leurs propres fidèles. Vous savez, parfois ici, il y a quelques années, dans l'église catholique romaine au Cameroun, quelqu'un était curé dans une paroisse à Yaoundé. Il a pris la femme de quelqu'un qui était sa responsable, l'Ekwane Maria. Il a arraché la femme de quelqu'un et quelque temps après, il a été nommé évêque quelque part par le pape. Incroyable. Et il est parti avec cette épouse de quelqu'un, là où l'a nommé évêque. Il y a aussi quelques années parfait, quelqu'un était ministre de la République. Quelqu'un était ministre de la République, paix à son âme, il est mort. Il allait au travail le matin tôt, et les voisins remarquaient que chaque fois qu'il partait de la maison, le prêtre de la chapelle, qui était pas loin de là, rejoignait l'épouse dans leur domicile. Incroyable. Oui, je dis qu'un ministre de la République, il va au travail le matin, et puis un voisin l'appelle, il dit que, monsieur le ministre, régulièrement, il y a le prêtre de la paroisse sans quelque chose là, qui vient souvent ici dès que tu es parti. Il aime seulement prier à ce moment-là. Et le ministre a donc dit que bon, tu fais bien de me le dire parce que quelqu'un m'avait déjà quand même soufflé. Attiré mon attention. Il lui a donc dit que dès qu'il revient, fais-moi signe. Fais-moi signe. Le ministre est donc parti au travail. Enfin, il a fait semblant, il a simulé un départ pour le travail. Et en route, donc, il reçoit le coup de fil de son informateur qui lui dit que il est là. Il est déjà là. Bon, il vient d'arriver. L'oiseau est dans le filet. Oui, laisse quelques minutes, le temps qu'il se déshabille et qu'il passe à l'action. Le ministre a donc tourné la voiture. Il a demandé au chauffeur, tournez la voiture. Ils sont revenus. Il est descendu loin. Il a fait la marche à pied. Il est à pied. À pied. Il est arrivé chez lui. Il a trouvé son épouse en pleine action. En pleine action avec le curé de cette paroisse. Ça devait être intense. Nous sommes en plein Yaoundé. Le ministre a pris ses habits. Il est parti, n'est plus jamais revenu dans cette maison. Incroyable. Donc, si je prends ces deux exemples-là, c'est pour vous montrer à quel niveau vous voyez qu'un prêtre a cassé la vie d'un membre du gouvernement qui s'est retrouvé obligé d'aller... C'était quel membre du gouvernement? Il est déjà mort. Non, c'est pas important. Et son épouse aussi est déjà morte récemment. Il vaut mieux les protéger. Qu'est-ce qui arrive? Non, parfait, vous me protéger. Je m'adresse au vivant. Voyez ce que les prêtres ont fait à ces ministres. Et dans la petite histoire, le ministre, quand il est parti, il allait aussi retrouver une femme, une âme sœur ailleurs. Il fallait quand même quelqu'un pour le consoler. Ministre en fonction, hein. Ministre d'État en plus. Avec tous les attributs. Alors, une cérémonie au Palais de l'Unité, on demande au ministre de venir avec leurs épouses. Le ministre d'État en question est parti avec son amante. Et arrivé au palais, ce n'était même pas le ministre et son amante, c'était l'amante qui avait le carton, c'était la première dame qui recevait les vœux. Donc la dame s'est présentée là-bas, on lui a dit qu'elle n'était pas la bienvenue, qu'on connaît l'épouse qui est à la maison, donc elle doit rentrer. Donc vous voyez à quel niveau le désordre que ces prêtres et pasteurs organisent
dans les familles, Non, dans le les ministre est foyers. obligé d'être humilié. Le ministre est mort comme ça, des années après, il n'a plus jamais fréquenté sa propre maison qu'il a construite quelque part ici à Yaoundé, puisqu'il a abandonné l'épouse et les enfants là-bas. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que parfois ici, je crois que les fidèles doivent prendre leurs responsabilités. Dès que un prêtre est attrapé dans ces choses-là, il faut le fouetter. Ah bon? Oui, On fouette un on prêtre? fouette un prêtre. Oh là il là. est méchant, il n'est pas sérieux, parce que profiter des femmes des gens, des filles des gens, parce que ça se passe partout, je dis, dans les églises réveillées, dans les églises non réveillées ou classiques, c'est la même chose, les mêmes pasteurs, les mêmes prêtres sont des prédateurs sexuels hors pair. Ces gens-là, moi je dis, quand je vous dis que j'ai regardé la vidéo avec intérêt, c'est parce que je voulais... Parce que ce que l'évêque là faisait, c'est ce que moi je pouvais faire quand j'avais 25 ans. Le gars est dangereux, il est vraiment spécialiste. Donc, parfois, la dénonciation de ce matin, il faut interpeller ceux qui nous dirigent, enfin qui dirigent nos âmes dans ce qui concerne la foi, à être un peu plus sérieux et peut-être aussi un peu plus discret. Samuel Mbonzok, quoi qu'on dise, est-ce que ces hommes d'église, notamment nos prêtres, nos pasteurs, nos imams, ce ne sont pas des personnalités, j'ai failli dire morales? Est-ce que ce ne sont pas des personnalités qui, en réalité, en principe, devraient quand même être des modèles au niveau de la société? Le fait de les voir dans ces positions et surtout dans ces postures, est-ce que cela n'est pas aussi de nature à faire en sorte que nous n'ayons plus vraiment beaucoup de foi? Vous avez parfaitement raison. Parfois ici, c'est vrai que j'ai vu cette vidéo traverser, en fait cette information, même pas la vidéo, j'ai vu cette information traverser. Mais moi j'ai la vidéo. Ça m'intéresse pas trop. Moi j'ai la vidéo. Ça m'intéresse pas trop. J'ai compris que... Et ça ne m'a même pas surpris parce qu'en réalité, nous sommes dans une société où la perversité, les valeurs morales ont foutu le camp. Nous sommes devenus une société perverse, une société amorale, immorale. De plus en plus, le Cameroun est une société à sexe. À scandale, que ce soit sexuel ou que ce soit social, que ce soit criminel. Mais pourquoi apparemment les gens adorent le sexe comme ça au Cameroun? Non, vous savez, on dit le lit du pauvre est fécond. Le lit du pauvre est fécond parce que quand une société est paupérisée, est misérabilisée, une société manque de travail, d'emploi, le chômage a franchi les plafonds à plus de 90%, les jeunes dans les quartiers n'ont que pour seul exutoire la perversion sexuelle, si ce n'est pas le chanvre ou les stupéfiants qui permettent d'avoir encore des appétits. Peut-être que ce pasteur, ce prêtre est également un consommateur de stupéfiants. C'est un évêque. Et de Viagra et de tout ce qu'on vend comme produits érotiques ou exotiques. Non, mais je crois qu'il faut interpeller la morale publique. Et la morale publique relève quand même de la responsabilité de l'ordre gouvernant. Peut-être que vous n'aimez pas trop quand on le dit, parce qu'il faut toujours rattacher les phénomènes sociaux que nous vivons dans notre pays à la capacité de l'ordre gouvernant, je vais parler des dirigeants, alors, Samuel, à construire une morale publique. Pourquoi vous voyez les dirigeants partout? Vous avez un évêque, attendez un peu, vous avez un évêque délinquant. Est-ce que c'est le ministre, je ne sais de quoi, qui a envoyé, voilà. C'est lui qui est responsable. Est-ce que c'est lui qui a envoyé cet évêque aller avec la femme de son chef de la chorale? C'est le ministre de l'AT qui lui a donné cet ordre-là? Vous savez, parfois ici, je me lâche souvent dans des réflexions, parfois un peu très... Le problème, c'est que tes réflexions vont te perdre. Non, elles ne me perdent pas. Elles me permettent plutôt d'aller au-delà de ce que nous voyons. Parce que un État, un gouvernement on a donné une mission à des gens. On a donné une responsabilité, même un droit de vote. On a voté des gens. On a élu des gens pour nous représenter, pour nous diriger, pour nous conduire. Et on doit pouvoir évaluer leurs responsabilités dans
la bonne marche ou la mauvaise marche de notre société. C'est la raison pour laquelle, moi je vais rester essentiellement politique pour dire que il faut les interpeller parce que l'impunité, le laisser aller, où n'importe qui devient évêque, je ne sais pas si là, n'importe qui ouvre une chapelle dès le lendemain à côté de votre maison, n'importe qui transforme sa maison en lieu de culte, les gens commencent à tambouriner. Les gens commencent à tambouriner, vous allez même vous plaindre, le sous-préfet n'a rien à cirer. D'ailleurs, on vous prend pour un pestiféré de la République, mais laissez les gens... que vous avez les démons. Vous avez les démons, laissez les gens faire ce qu'ils veulent. C'est laxisme, c'est laisser aller, faire en sorte que ça crée ce que vous appelez souvent ici les bunganjanga total. C'est-à-dire chacun se permet de faire ce qu'il veut. Des gens ont fait ça, rien ne leur est arrivé. Or, vous êtes en flagrant délit et que les textes de loi de notre pays qualifient cela d'adultère et que l'adultère est passible de peines privatives de liberté. Mais comment on sait qu'ils ne vont jamais être condamnés? Vous attrapez quelqu'un avec votre épouse, légitimement mariée, vous ne pouvez pas porter plainte parce que c'est le pasteur ou le gourou de votre secte. Et vous comprenez que ça devient assez compliqué. Et c'est pour ça que j'interpelle. Parce que quand on a dénoncé ça, il faut qu'on aille vers les propositions. Les propositions, c'est que l'ordre gouvernant se ressaisisse de tous les scandales que nous vivons dans notre société. Quand nous avons des crimes et des enquêtes qui restent ouvertes pendant des années, où on oublie, on finit même par oublier quel est le sort réservé à celui qui a tué le bébé Mathis, ou bien on oublie ce qui est réservé à celui qui a incendié les populations du côté de Baloum. On oublie ce qui s'est passé lorsqu'on a, pendant 3 ans, 4 ans, les enquêtes suivent leur cours. Mais cela permet aux gens de constater que on est dans une société où la justice sociale et même la justice de l'État a foutu le camp. Très bien. Et on se retrouve dans une société où les bourreaux ne se sentent pas inquiétés. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent par rapport à leur puissance, soit financière, soit mystique, soit ésotérique dans notre société. Et puis, ils seront couverts et protégés par l'ordre gouvernant, parfois qui se rend complice de façon indirecte ou directe de ce type de pratique. C'est pour ça que nous interpellons le ministre de l'administration territoriale, qu'il regarde cette histoire des lieux de culte, qu'il regarde cette histoire des lieux de culte parce que les autorisations et les agréments sont délivrés par cet ordre gouvernant-là et qui vit ces dérives à longueur de journée. Merci. Et qui ne font rien. Et ça nous inquiète, nous les populations. Nous allons continuer à boire cela jusqu'à la lie. Oui, il y a Bernard qui veut coller encore mot en quelques secondes. Une précieuse précision dans ce débat parce que parfois ici, voyez-vous, comme on le dit d'habitude, que les dieux rendent fous ce qu'ils veulent perdre. Vous voyez que le pasteur, l'évêque en question, s'est retrouvé lui-même à prendre sa vidéo qu'il a tournée. Tout à fait. Et envoyer ça dans un groupe au sein duquel il y a et ses collaborateurs. Et le groupe de l'église. En fait, il a confondu. Non, il n'a pas confondu. Ça veut dire qu'il voulait envoyer ça ailleurs. Ici, Dieu existe. Dieu existe. Et quand vous tournez vos films porno là, vous êtes son serviteur, il vous regarde, il rit. Après, il vous laisse entre vos mains. C'est des vidéos, vous cherchez là où vous voulez l'envoyer, vous cherchez là où vous voulez l'envoyer, bam! Vous envoyez au sein même du groupe où il y a tout le monde, et tout le monde a vu. Je ne sais pas si l'évêque là dira encore une messe un jour, je ne sais pas comment il va se comporter. Il peut changer de ville. Mais on va dire que c'est le diable qui l'a. Des évêques. Il a dit que c'est le diable qui l'a. Tu donnes le nom d'évêques englués dans des scandales, mais qui continuent à faire leur messe. Oui, j'en connais, mais on n'a pas la preuve. Merci, hein. Alain Douk. Moi, je n'ai par moment causé avec des femmes. Hein. J'ai fait un léger sondage il y a une dizaine d'années et je me suis rendu compte qu'il y avait une catégorie de femmes. Il y avait une race de femmes qui aimaient particulièrement les hommes d'église. Ah oui. Pourquoi c'est comme si on a communiqué par télépathie? Je vais Il y a aussi ça. Hein. Je vais t'expliquer Oui. pourquoi. Vous savez, la plupart du temps, psychologiquement, les femmes sont attirées par tout ce qui est sous les feux de la rampe. Ouais. Ce sont des directeurs de conscience, c'est des autorités morales, c'est des leaders, puisqu'ils dirigent une communauté, donc c'est des autorités. Les femmes sont attirées
par des personnes par qui ce sont profil-là. mises en exergue. Oui, mise en exergue, c'est comme ça. Voilà pourquoi vous verrez que les femmes aiment les grands footballeurs, Etc. les grands artistes, les grands et par aussi que les grands journalistes. les grands, voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, s'il n'y a pas un tantinet, une espèce de bride morale chez les personnalités en question, ben ce sera le désastre. Ce sera le désastre. C'est ça donc le problème. Et le monsieur en question, on l'appelle pasteur, moi je ne l'appelle pas pasteur. Parce qu'on peut encore comprendre qu'à un certain moment, les hommes soient tentés, sont faits de chair et de sang. Mais quand ce gars filme l'acte de perversion, Et il va envoyer ça quelque part. de péché dont il se rend coupable, il filme. La dame était au courant que le monsieur là était Non, la dame était au courant. était au courant. Parce que quand tu n'as pas vu la... Quand le Non, gars, je n'ai pas vu, parfait. Ah, moi j'ai la vidéo. Quand le gars filme, tu vois, lui-même, il regarde la vidéo comme ça, en plein acte, hein, il regarde la vidéo, et la femme également bien. On a vu la femme prendre toutes les positions, et la femme était consciente qu'elle est en train d'être filmée. Je plains l'époux là, le chef chantre là. Je sais pas ce qu'il allait ramasser comme épouse, mais c'est du grand n'importe quoi. Il allait prendre une actrice Il se de marie porno. rapidement avec une nouvelle choriste. Non, mais c'est terrible. Parfait. Je ne vais pas occulter ça. Parce que vous voyez ce genre de choses, c'est l'apôtre Paul qui le dit là dans une de ses épîtres. Là, vous verrez par la suite arriver des loups, voilà, sous des peaux d'agneau. Hein? En fait, c'est ce qu'on a de plus en plus dans ces entités qu'on veut bien appeler église. Et parfois même c'est fait délibérément. C'est-à-dire que c'est une crypto-ingénierie de la perversion et pour même décourager la foi. C'est-à-dire des pervers qui investissent le ministère en question, mais non pour promouvoir la foi, mais pour la détruire ce qui pourrait rester de la foi. Parce qu'il y a des gens qui, dès qu'ils seront au fait de ce genre d'informations sur cette personnalité morale qui prenait peut-être comme modèle, comme étalon sur tel ou tel aspect de la vie, ils seront découragés. Ils vont dire que, mais écoute, si c'est ça qu'on nous donne pour diriger les communautés, etc., moi je peux faire même me retirer de votre gadou, là il n'y a rien dedans. Il faut voir tout ça. Donc parfois même c'est des gens en mission simplement pour détruire, pour tout saquer. En fait. Alors, il y a quelqu'un qui nous envoie un message bizarre là. Hein. Ouais, donc, je suis le seul modérateur qui lit des messages même quand on l'insulte lui-même. Donc, je vais lire ton message. Voilà ce qu'il dit. Bonjour, Perfecto. Je pose une seule question à tout le panel. Que celui qui n'a pas la femme d'autrui lève la main. Tu n'as pas la femme de... Mais vraiment, est-ce que je dois lever la main ici? Mais je dois lever. Est-ce qu'on a donné de lever la main quelque part? Il faut lui donner la main. Bon, ça veut moi lever la main. Bon, si tu as levé la main, je dois te répondre. Moi, je ne lève pas la main. Bon, je lis tout le message. Là, vous allez réagir. Voilà. Il continue en disant, question 2. L'évêque est-il un homme? Si oui, alors lisez Romains 6, 23. Pour tout ce qui disent le salaire du péché, c'est la mort. Il dit le frère Martin. Il revient 2 minutes plus tard, il dit ceci. Perfecto dit au panel, de ne point juger qu'en soi-même, on traîne des casseroles. Seuls les justes doivent juger, et dans le Seigneur surtout. Et vous passons la parole. J'ai bien suivi ce que veut dire le téléspectateur. Merci déjà de nous suivre et de nous envoyer ce message. La question était, quelle était la question? Que celui qui n'est pas avec la femme d'autrui sur votre plateau lève la main. Que si quelqu'un, il veut dire qu'on a les femmes des gens. C'est ce qu'il veut insinuer. Donc, c'est l'insinuation. Non, moi je suis. Ça veut dire que lui, il a la femme de je suis clair que là où moi je suis, je suis marié. Voilà, je suis marié et je sais que de temps en temps, je marche le soir ou la nuit dehors et je rentre retrouver mon épouse. Il n'a pas demandé que ceux qui marchent la nuit ou dehors lèvent le lui dit que quelqu'un qui s'est approprié l'épouse de quelqu'un. C'est ça, non, c'est ce qu'il dit. Donc même ceux qui ne sont pas mariés se sont appropriés les Est-ce que tu es allé avec l'épouse de quelqu'un? Embarrassé? Oui, je ne suis pas embarrassé. C'est ça, on vous voit bégayer. Ce serait malhonnête. Non, pourquoi je bégaye? Parce qu'il n'est pas clair dans ce qu'il dit. Maintenant, la question est bien posée. Là, il a posé la question. Bon, non, toi, tu viens de non, la question qu'il a posée était celle de savoir, est-ce qu'il y a sur notre panel quelqu'un qui ne part pas avec l'épouse d'un autre? Voilà. Moi, je suis déjà allé avec la femme de quelqu'un. Ça, c'était depuis avant.
Est-ce que c'était donc bien? C'était pas bien. Ça veut dire que... Mais tu Non, trouvais du plaisir à le faire? Non, moi je n'ai pas. Il dit qu'on juge, on ne juge pas l'évêque. Nous dénonçons Même la Bible nous autorise à juger. Nous dénonçons la dérive, la perversité de l'évêque qui est au-delà de faire ce qu'il a fait là qui n'est pas bon. Filme même. Et pour envoyer... Répondant à cette question, voici ce qu'un grand frère m'avait dit, parlant de ce genre de choses. Il m'avait dit, parfait, tu sais, j'ai dit non, il n'est pas interdit de se soulager dans les toilettes du voisin, mais les mauvais de les laisser sales. Je crois que le vrai problème ici aujourd'hui, c'est que les évêques d'aujourd'hui sont différents des évêques d'hier. Parce que les évêques d'aujourd'hui sont très présents dans tous les scandales. Tous les scandales. Entre-temps, comment un évêque va avec la femme d'autrui et c'est lui qui filme. Et c'est lui qui va envoyer la vidéo. C'est de ça qu'il s'agit donc, parfait. Les évêques, à l'époque, les évêques il y a 50 ans, ils vivaient aussi, ils faisaient ses aventures. Mais c'était discret, c'était caché. Comment un évêque, tout un évêque peut aller avoir des relations avec la femme de son collaborateur et filmer? À partir du moment où tu filmes déjà, à quoi servira la vidéo que tu as prise là? Ça peut servir comme moyen de chantage par la suite. Qui sait même que ça peut permettre, ça peut donner des raisons à l'évêque de faire du chantage à la dame. D'autres messages, d'autres messages à tout. Attendez, Samy. Bonjour, mon excellentissime modérateur de tous les temps, mon Kylian Mbappé du micro. Juste dire que Bernard Owena est méchant et chiche. Il finit de manger, de boire sans t'inviter. Et lundi, il vient sur ton plateau te faire avaler la salive avec tout son sérieux. Ah, Bernard, on voit ton cœur. Est-ce qu'on fait ça? Où sont les restes? Même une bouteille de vin. Tu pouvais garder pour Perfecto et Alain Douk. Bonne émission, juste pour rire. C'est Cyril Adouala. Il a raison. Moi, je pense que Cyril, c'est même pas pour faire rire. Hein. Moi, je suis d'accord. Encourager monsieur, on a emballé. On n'a pas dit ça. Je devais venir avec au moins une bouteille. Voilà. Dans les restes de la fête pour la donner. Bon, en tout cas, la mariée a suivi. D'accord. Bonjour au panel et agréable début de semaine au Yon Pop de la modération. La dénonciation porte sur les abus de faiblesse, la manipulation spirituelle qui aujourd'hui entraîne une perte de confiance dans l'église. Les hommes de Dieu ont été remplacés par des hommes en soutane qui gagnent leur vie en commentant la Bible. C'est Ngambarga Roger, parfait depuis Ngoulmakon. Vraiment, Mbombo, c'est bien dit. Hein? Les hommes d'église sont devenus des hommes en soutane qui gagnent leur vie en commentant la Bible. Oui. Voilà. Un autre message ce matin, c'est une pluie de messages comme d'habitude. Hein? Bonjour à Perfecto, le chouchou des perles de Biamassi. Votre affaire même des perles de Biamassi, c'est même quoi? Parfait, l'oncan est universel et c'est vraiment un supplice d'imposer ce feu de chasteté aux hommes de Dieu qui subissent assez des forces de la libido. Je ne sais pas déjà ce que tu appelles l'oncan. Hein? Donc il faut bien m'expliquer ça. Parfait, les hommes veulent faire, ils ont envie. Dans mon ancien quartier, en Colésier, un prêtre qui logeait avec son petit défilait avec des belles femmes. Une fois, on a cru que c'était une séance de prière, car on écoutait des chants. Subitement, silence radio et lumière éteinte. On a imaginé, les yeux du camp étaient rivés sur cet homme de Dieu. Mais cet homme connaissait le style de femme. J'ai dit encore parfait. Nous devons libérer ces hommes de ce cancer. Il dit un cancer. Ce grand cancer et qui les ronge. Les hommes de Dieu veulent faire. C'est Félix Ningue demandons. Sauf qu'il faut lui dire parfait que même ceux qui sont mariés se rendent coupables. C'est-à-dire ceux qu'on autorise à se marier se rendent coupables des mêmes griefs. Parfait, je vais le dire ici, ne sortons pas d'ici sans le dire. Allons-y. En fait, ces gens, la plupart du temps, utilisent des techniques pour le plus clair d'entre eux de manipulation mentale et même occulte. Donc, quand vos femmes se retrouvent dans leur champ, elles se retrouvent dans le champ de la vulnérabilité. Ouais. Si elles n'ont pas un esprit fort, je dis même sur le plan occulte, ils manipulent les esprits. C'est vrai. Vous allez vous retrouver là, on passe vos femmes à la casserole, etc. Ils peuvent même les inoptiser. Bien sûr, certains ont appris les techniques de l'hypnose. C'est de ça qu'il s'agit, parfait.
Bonjour à vous sur le plateau. Je suis vraiment dépassé des actes que mènent les hauts cadres sur toutes les catégories. Et les gens qui sont censés nous conduire dans le droit chemin se retrouver de plus en plus dans les mauvaises choses, voire celles qui sont pires. Ils utilisent leur position pour nuire. Je me pose la question, où va le monde? Alors, d'autres messages ce matin. Prenons rapidement 2 ou 3 dernières contributions. Que dit ce téléspectateur? Mais le message est un peu long. Bonjour, Monsieur Parfait ici. Bonjour également à tout ton panel. En ce qui concerne la dénonciation, vraiment, je n'arrive pas à comprendre pourquoi certaines femmes tombent toujours dans ce genre de tentation. Quelqu'un qui prêche Dieu le jour, tu détruis ses alliances la nuit. Tu transformes l'autel en piège à femmes mariées. Tu n'es pas un berger, tu es un prédateur. Chaque foyer que tu brises creuse ta propre tombe. Chaque larme que tu provoques sera le feu qui t'avalera. Ton titre ne te couvre pas, Dieu te voit et sa colère ne négocie pas. Ô fidèles, retenez ceci à vie. Jamais un vrai homme de Dieu ne te demandera ton corps en échange de sa prière, de sa bénédiction ou de sa délivrance. Et s'il le fait, suis. C'est un agent des ténèbres, pas un serviteur de Dieu. Répands-toi ou dégage de la chair. L'enfer a déjà réservé ta place. On ne sert pas Dieu en couchant avec les femmes des autres. Point. C'est Manvor et Fedo quoi Maria. Okay. Ces gens ne servent pas Dieu, ils servent le diable. Beaucoup sont des sectaires. Ah bon? Bien Et sûr. des marabouts. Ils ont fait profession de faire ce que vous les voyez faire. Ils sont reconvertis en pasteur ou en bonbon pasteur ou... Quelqu'un me dit ici, au TEP, à vous, Monsieur Parfait, ici, la morale ne crie plus, elle chuchote, et puis elle se tait. Et ceux qui devaient la porter, les prêtres, ne sont souvent plus que des acteurs en soutane. Leurs paroles sont devenues des représentations, leurs gestes des mises en scène. On ne cherche plus en eux des guides, mais des personnages. Quand le berger se déguise, les brebis s'égarent sans même savoir qu'elles marchent vers l'abîme. Le drame n'est pas que les églises se vident, c'est que même pleines, elles seraient encore creuses. Oh là là, Monsieur Parfait ici, j'ai soufflé sur ma 24e bougie hier et vous avez omis de lire mon message vendredi pour enchanter une âme éprisée d'étoiles par votre souhait. C'est Saker, l'humble ignorant. Saker, vous n'avez que 24 ans? Mais certains enfants sont de plus en plus intelligents. Ces contributions sont... Pourtant, ces contributions sont toujours empreintes de beaucoup de sagesse et d'intelligence. Bravo, Saker. Et surtout, joyeux anniversaire, avec une journée de retard. Que le Seigneur t'apporte et te comble de toutes ses grâces, mais également de toutes ses bénédictions. À 24 ans, vous êtes une âme bien. À tout de suite pour la suite. En ouverture de ce lundi politique, on vous a dit qu'on parlera justement de politique avec une problématique politique. Que dire de la guerre des clans au Cameroun
Ils sont nombreux qui pensent que de plus en plus, nous vivons une guerre de clans dans notre pays depuis quelques années, qu'elle est maintenant à peine voilée, et surtout au niveau du sommet de l'État. Première question, avez-vous l'impression que cette guerre de clans existe réellement ou alors c'est simplement une vue de l'esprit? Maintenant, si elle existe réellement, quel est le regard que nous posons sur cette guerre de clans et quelles peuvent en être les conséquences? Je commence par vous, Bernard Rona. Oui, parfait. Ici, la guerre des clans est effective au Cameroun. Elle sévit d'ailleurs avec beaucoup d'acuité. Ah bon? Et ceux qui voient l'observent bien et on connaît bien les deux camps et ceux qui incarnent les camps en question. Donc, vous avez identifié le nombre de camps. Je suis un journaliste Vous parlez de deux. Je suis un journaliste d'investigation. On a deux grands camps qui s'affrontent, qui se neutralisent depuis quelques années au Cameroun. Beaucoup plus depuis l'élection présidentielle de 2018, au sortir de la composition du gouvernement du 4 janvier 2019. On a remarqué donc que ces deux camps se sont mis en place pour s'affronter de façon claire et nette. Ces gens-là, ces deux camps-là, s'étripent à longueur de journée, à travers les réseaux sociaux, à travers les médias classiques, comme les chaînes de télévision. Évidemment, parfois ici, ça gêne et ça paralyse le fonctionnement de notre pays. Vous savez, je vais vous apprendre quelque chose qui va vous surprendre. Depuis que les gens attendent le remaniement du gouvernement, pas celui annoncé par le président le 6 novembre, mais depuis le gouvernement du 4 janvier 2019, le président a voulu remanier 3 fois. Ah, vous connaissez le nombre de fois? Bien sûr que oui. Et je vous assure que les 3 fois-là, les deux camps se sont neutralisés. Il y a un camp qui a toujours eu le dessus et le gouvernement n'a jamais été remanié. Depuis que le président a annoncé qu'il va faire le remaniement depuis le 6 juin, les deux camps se sont encore mis en confrontation. Il y a un camp qui bloque parce qu'il y a un camp qui exige un certain nombre de postes stratégiques. Oui, un certain nombre de postes stratégiques et le président n'est pas dupe. Il observe et il sait comment gérer ça et comment calmer les ardeurs des uns et des autres. Parfois ici, je vais vous prendre un exemple simple qui va bien vous faire comprendre comment fonctionnent les deux camps. Premier cas de figure, l'affaire LGS au port autonome de Douala. Lorsque vous avez vu l'affaire LGS et transatlantique, oui, au port autonome de Douala, ouais. Vous avez les deux camps. Vous avez les deux camps en question. En face, il y a le camp A. De l'autre côté, il y a le camp B. Ils se connaissent bien, pas besoin. Mais la plupart de ces deux camps sont issus prioritairement de 2 départements sur les 58 que compte le Cameroun. Je préfère ne pas les citer. Tout à fait. Tout le monde se comprend. On se comprend en tout cas. Et donc, pour mieux comprendre la guerre qui existe entre les deux camps, je vous ai pris l'exemple de Douala, du port autonome de Douala avec LGS et contre transatlantique. Voilà. Donc là-bas, ça a été très dur, ça a été très visible. Tout le monde a compris que la guerre était vraiment ouverte entre ces gens. Alors, il est question effectivement de le dire aussi. Les camps s'affrontent, s'étripent au nom d'une succession à monsieur le président actuel, au poste de président de la République. Parce que même la constitution qui a été retouchée dernièrement par le Parlement, le président lui-même s'est rendu compte après que c'était quelque chose de suffisamment compliqué. Et en ce moment précis, il a l'embarras, le président a l'embarras de nommer un vice-président. Parce que la constitution dit que, parfois ici, le vice-président va prêter serment et il va diriger le pays dès que le président arrive. En cas de vacances. En cas de vacances, il va diriger le pays. Imaginez que le président Paul Biya ne soit plus là peut-être dans 1 an ou 2 ans, je ne lui souhaite pas ça. Le vice-président en question il va diriger le pays jusqu'à la fin du mandat du président. Pendant au moins 4 ou 5 ans. 4 ou 5 ans, il sera président de la République. Il va diriger le pays et ce qui va gêner un peu, qui a gêné d'autres personnes, c'est que ce président ne sera jamais l'émanation du peuple parce qu'il n'a pas été élu.
C'est-à-dire qu'il est, il est le président de la volonté, de la seule volonté de celui qui l'a nommé vice-président. Donc voilà pourquoi le combat est violent, le combat est de plus en plus violent entre les deux camps. Et je vous avoue que le président de la République est le seul maître et le patron de ce pays. Il doit arbitrer pour que ces gens libèrent le pays, pour que les gens travaillent, pour que les gens s'attellent aux missions qui leur sont assignées. Parce que depuis que le président a annoncé qu'il va remanier le gouvernement, les gens ne travaillent pas beaucoup. Les gens ne travaillent pas beaucoup et ça se voit. Donc, je réponds pour terminer. Oui, la guerre est ouverte entre les deux camps qui s'affrontent publiquement depuis quelques années au Cameroun. Tout le monde connaît ces deux camps-là. Et je vous ai donné une précision. Ces camps-là sont prioritairement constitués des enfants de 2 départements sur les 58 que compte le Cameroun. 2 départements sur les 58 que compte le Cameroun. Je vais chercher ces 2 départements. Alors, Samuel Mbonzok, s'il est donc établi qu'il existe bel et bien une guerre dorénavant de clans au Cameroun, comme le dit sans embâche Bernard, est-ce que le fait que nous ayons ces clans-là ne fait pas en sorte que le travail puisse simplement être compliqué au Cameroun, que nous puissions avoir un travail bien fait et que certains ministres, certains directeurs généraux puissent encore normalement se déployer au niveau de la prise des décisions? Est-ce que c'est encore facile au Cameroun depuis quelques années au regard donc de cette guerre des clans qui ferait rage? Parfois ici, les clans existent toujours et ont toujours existé dans toutes les organisations. Donc ce n'est pas un problème de clan qui devrait paralyser une organisation. Les clans peuvent être des clans occultes, des clans mystiques, des clans ésotériques, des clans peuvent être des clans politiques, des clans peuvent être professionnels, religieux, spirituels et autres. Mais il y a toujours des clans qui existent dans la société. Mais lorsque une organisation doit marcher, il faut un leader. C'est le leader qui construit la marche d'une organisation. Bon, comme nous sommes dans le cadre d'un pays comme le Cameroun, c'est le leader. Et le leader, c'est le chef de l'État. C'est le chef de l'État qui est le seul maître et qui doit être, voilà, je préfère. C'est le chef de l'État qui doit être, parce que là nous sommes encore dans le cadre d'une société normale, qui doit être le seul maître et qui doit diriger en tenant compte des clans. Alors, le cas du Cameroun, comme M. Ona Bernard a dit, ce n'est pas qu'il y a seulement 2 clans, Bernard. Vous savez qu'on a sorti, on a sorti la thèse d'un 2e commando quelque part. Donc vous comprenez que on peut avoir un 3e clan qui sort d'un chapeau de roue comme ça, on peut avoir un 4e clan. Au fur et à mesure que les positions se radicalisent, au fur et à mesure que le temps se fait court, on peut avoir un 5e larron qui sort de quelque part. Donc, on vit dans une situation où, lorsque le leader ne tient plus ses troupes, c'est à ce niveau que les clans commencent à s'affronter, parce que la guerre de la succession est ouverte. Et là, nous faisons de l'analyse, hein. Vraiment, il ne faut pas que les gens qui nous écoutent pensent qu'on est en train d'encourager ça ou quoi que ce soit. Mais on fait une lecture parce que nous sommes des acteurs de la société, des acteurs majeurs en tant que des journalistes. De notre posture, nous avons un certain nombre d'informations qui nous permettent de lire l'environnement politique. Donc, on est dans un environnement où le leader, le président de la République, est affaibli. Parce qu'en réalité, pendant 43 ans de gouvernance, il a pu maîtriser les différents clans. C'est pour ça que quand vous avez eu les remaniements à gauche et à droite, il en a fait plus d'une quarantaine. Donc c'est pour dire que il sait qu'à tel moment, il faut bouger les pions.
Parce que les clans se constituent, les affinités se constituent, des ambitions se constituent. Donc, aujourd'hui... Entre-temps, donc, Samuel, puisque depuis longtemps, le président ne bouge donc plus, pour prendre l'expression, les pions, est-ce que ce n'est pas de nature à faire en sorte que ces clans puissent être enracinés et puissent être encore plus forts et prétendre même à prendre le pouvoir? C'est là où je suis en train d'arriver. Donc ces clans vont apprendre le pouvoir. Mais c'est ça la finalité d'un clan, d'un groupe, dans une organisation, c'est quoi? C'est de gouverner. Tout le monde aspire gouverner, monsieur Parfait, ici. Si toi et moi, on se décide d'organiser un clan là maintenant, ça sera pour prendre Nous avons quel pouvoir? Vous n'avez pas de moyens. Le pouvoir n'est pas On n'a pas de l'argent. Le pouvoir n'est pas seulement l'argent, le pouvoir, même le pouvoir scientifique, même le pouvoir informationnel, parce que celui qui détient l'information détient le pouvoir. Ne soyez pas surpris qu'un beau matin, on vous appelle, on vous propose quelque chose en très haut lieu, et vous dit que vous devenez un roi télé. Ceux qui sont là pensent qu'ils ont fait quoi pour avoir des décrets. Nous pouvons également les avoir. Non, c'est pour dire que les gens ne doivent pas penser qu'ils confisquent, ils ont le monopole des clans. Les clans là, tout le monde peut les intégrer. D'ailleurs, il y a même des recrutements. Soit intégrés ou bien créés. Oui, d'ailleurs, il y a même des recrutements qui sont ouverts dans des clans, dans un camp comme dans l'autre. Ah bon? Alors, sachez donc que dans la conquête qui est ouverte là, les recrutements, le mercato est lancé. Et je donne un appel à ceux qui pensent qu'ils ont le monopole des clans, pour leur dire que vous ne pouvez pas mettre le pays en difficulté, parce que vous pensez que votre clan est le plus fort. Le clan d'en face n'est pas également faible. Et c'est un message que je passe pour dire que, si vous pensez que vous avez le clan le plus fort, ne minimisez pas les forces de l'autre clan. Fait ton choix. Parce que vous avez en face une organisation, un pays qui est multiculturel, qui est assez capé en intelligence, et le président de la République est un fin tacticien, même au soir de sa vie, peut vous sortir une carte que vous n'avez jamais imaginée. Et il faut toujours que ces gens comprennent ce message. Parce que même si le président a 93 ans, ou 93 ou 94, bon, vous avez son âge, on ne compte plus l'âge d'un patriarche, malgré son âge, et malgré sa fatigue, où les gens disent qu'il est fatigué, il est couché, il est malade, il a gouverné le Cameroun pendant près de 60 ans, il a été au très haut niveau, et il peut sortir une carte qui va mettre tout le monde en déroute. Donc, que les clans se tiennent bien, l'objectif d'un clan, c'est de prendre le pouvoir, c'est vrai, mais pour prendre le pouvoir, il faut savoir que vous devez avoir l'assentiment du peuple. Merci. Vous devez satisfaire les desiderata du peuple. Vous ne pouvez pas chercher à écraser un peuple et penser que vous allez prendre le pouvoir. Ça, vous êtes en train de prendre la trajectoire d'un mauvais gouvernant, parce que nous serons encore, pour chuter vraiment, nous serions encore, nous le peuple, satisfaits d'avoir quelqu'un qui a au moins le souci du bien-être commun, le souci de l'intérêt général, quelqu'un qui a fait ses preuves et dont on voit sa trajectoire à accompagner le Cameroun vers la construction. Nous allons encore être d'accord, mais pas des gens qui pensent qu'ils vont utiliser la puissance du clan pour écraser le peuple et se hisser au pouvoir, et c'est ce qui détruit généralement les organisations. Merci. Alors, Alain Douk, je vais te poser une question, comme je disais souvent quand j'allais dans les conférences de presse avec des ministres. Alain Douk, j'ai une question à deux volets. Première chose, en ce moment au Cameroun, nous nous disons qu'il y a principalement deux clans qui s'affrontent. On peut dire ça. Entre-temps, et si un troisième clan naissait à la dernière minute et venait tout simplement coiffer les deux autres au poteau? Première question. Deuxième question. Ce qui s'est passé récemment du côté de la CRTV avec les faux ou vrais ou faux documents au niveau du nom du premier, du vice-président et maintenant d'un gouvernement. N'avez-vous pas l'impression que nous sommes justement là au cœur de la bataille de ces clans au Cameroun? Parfait. Je ne sais pas pourquoi, depuis ce matin, c'est toujours comme si tu vas lire dans mon esprit. C'est parce que nous nous entendons bien. Le troisième larron est connecté. toujours envisageable. Quatrième également. Ah oui, toujours. Je m'explique. Vous voyez, lorsqu'on parle de clan chez nous,
en fait, voyaient ça comme des groupes d'intérêt économiques et politiques. Sauf que là, nous sommes dans une mafia. Qu'est-ce qui caractérise la mafia? Ben, c'est la violence, vous le savez. La mafia, c'est le racket, les trafics de toutes sortes. Hein? Trafic de l'or, par exemple. Hein? La violence systémique. C'est d'actualité. C'est d'actualité. Donc, vous voyez un peu, on ne veut donc pas perdre les rênes du contrôle de la force économique du territoire. Vous savez que quand tu regardes les films de mafia, on se bat, non, pour le territoire. Tout à fait. Comment tu as un frein, hein, tu es venu là empiéter sur mon territoire, et puis il y a de la violence qui naît, etc. Parce qu'il y a des parts de marché qui peuvent m'échapper dans les différents trafics. Ce n'est pas très différent, ce que nous sommes en train de vivre. Et parfait, tu as raison, il y a deux clans qui s'opposent et qui ont justement ce qu'il faut pour prendre, possiblement après celui qui est là, le pouvoir d'après eux. Est-ce que tu sais que par rapport à l'actualité que tu poses sur la table, parfait, je suis devenu hyper prudent par rapport à ce qui fait à défler la chronique actuellement. Parce que c'est vrai, il y a eu cette tentative, comme on l'a appelé, de coup d'État. Cette ingénierie du coup d'État, non pas par les armes, mais par la communication, et qui sème désormais le doute dans la conscience collective et va décrédibiliser le système, la communication officielle, parce que c'est ça, la métastase du doute est entrée dans l'esprit des Camerounais. Le prochain décret même, qui nous dit que ce sera le bon, etc. Est-ce qu'il faut que désormais, lorsqu'on va pouvoir communiquer, possiblement si on nomme un vice-président, est-ce qu'on va communiquer du perron du palais de l'unité pour éviter qui est voilà. Est-ce que c'est le président lui-même qui viendra sur le perron lit, etc. Vous voyez un peu ce que ça a orchestré. Cependant, parfait. J'ai une autre grille d'analyse. Vous savez, les factions qui s'opposent là, est-ce que vous savez que l'une a peut-être possiblement mené une ingénierie d'anticipation? Je sais que tu me causes problème et nous sommes en compétition. J'imagine dans une ingénierie de nuisance, un scénario qui veut que j'anticipe, je te rends responsable de quelque chose et je sais qu'au travers de ce que j'aurais créé, le précédent qui aura été créé, tu vas en perdre des plumes et ça te disqualifie même en réalité. Pour la course. Pour la course. Et justement, dès que tu es disqualifié, il ne reste que mon option. À condition que tu viennes le troisième ou le quatrième larron qui sont totalement inopinés. Et dans l'un des bords, dans le bord même qui a été mis à mal, vous comprenez ce que je veux dire. Il peut même arriver que il y avait des ex-échos, c'est-à-dire que deux personnes peut-être qui étaient en compétition dans ce bord-là. Et la personne donc qui a été lésée, qui finalement n'a pas fait l'objet du choix de la faction en question. Il dit que je gâte tout. Il mène cette ingénierie et c'est qu'il t'a déjà mis hors course. Donc tous les scénarios sont possibles dans le cas d'Espèce Parfait. Je dis que tant que le monsieur est encore vivant tout de même, qu'il essaye de faire, je sais pas, ce qu'on appelle un barreau d'honneur, quelque chose qui permette que qu'on reste quand même sur la note de la paix, d'une transition pacifique, et qu'on redonne la souveraineté au peuple de choisir qui doit le diriger. Je vous amène au 216, c'est un message qui nous vient de la Tunisie, où quelqu'un me dit simplement, bonjour à tout le panel, s'il vous plaît, nommez les deux clans. D'accord. Une seule chaise. Ils connaissent les clans, mais ils veulent que ça vienne de nos bouts. Moi, je mets deux clans dans une seule chaise. Bonjour, le nom de la télé, la fierté de la télé en Afrique, porte un nom, une intelligence, un visage, celui de Parfait Haïti, notre patrimoine télé. Waouh. Pour ma modeste contribution, le vrai clan est celui de l'homme de la rue. Nous ne sommes plus prêts à revoir les mêmes hommes que nous connaissons depuis 40 ans au pouvoir. Et je sais que le quatrième clan entrera en jeu le moment venu, à savoir celui de, je ne vais pas le dire, et c'est Morel de Douala qui envoie ces messages. Ici on parle sans se... On n'évoque pas, mais on se comprend. Bonjour à vous et à tout le panel. Il y a en effet une rude guerre de clans. Généralement, les sphères politiques évoluent à travers des lobbies, lesquels lobbies positionnent leurs alliés à des postes stratégiques. Pour le cas actuel, la guerre des clans est visible à travers le contrôle des institutions républicaines et surtout des ressources naturelles. Les institutions servant à faciliter le contrôle du pouvoir politique et les ressources naturelles servant à amasser des fonds pour financer
financer les lobbies. C'est révérend Justin Don. Un autre message ce jour. Bonjour, parfait Haïssi, ainsi qu'à votre panel. Je suis à Douala, monsieur Haïssi, un vice-président nommé par un président élu. N'est-il pas légitime? Je suis monsieur Bougna, Jules Clovis. Un autre message ce jour. Alors, je vous amène au 213. Hein. C'est un message qui nous vient de l'Algérie. Bonjour, parfait Haïssi. Perfecto, dans nos chefferies. Perfecto, dans nos chefferies, le successeur du roi est toujours l'enfant dont on s'attendait le moins. Parfois, c'est l'enfant âgé de 12 ans et qui a un écart d'une quarantaine d'années entre lui et le premier fils du roi. Parfois, c'est même le fou et qui ramasse la nourriture dans les poubelles. Notez-le bien, le successeur sera celui dont on attend le moins. Comme nous sommes en chefferie désormais au Cameroun, on va faire comment? C'est ça? J'espère que c'est pas la chefferie de Baloum. C'est pas la chefferie, hein. On est en République. Perfecto. Ces clans comptent sur quoi? Est-ce qu'ils pensent au peuple qu'ils ont méprisé, assassiné, affamé? Ce peuple est peut-être meurtri, mais n'a pas oublié. Ce peuple qu'ils pensent manipuler leur servira un plat très chaud et spécial. Si le président ne fait rien, très cher frère, attendons-nous au pire, que Dieu nous protège. C'est Cyril Adouala qui envoie cette contribution. Un autre message ce jour que dit ce téléspectateur. Bonjour, monsieur Haïssi, vous parlez de clan. Où est donc quoi, le dans tout ça? C'est Benoît Nkono depuis Kribi. Bon, monsieur le Kribi, je ne comprends pas ton message. Hein. Je vous amène au plus 1. Je pense que ça doit être les États-Unis. Bonjour, monsieur Parfait ici. Bonjour à vous et à votre plateau. Les réflexions que vous développez sur vos plateaux, notamment sur Espace Miné et Libre Expression, rejoignent de manière remarquable les conclusions de mes travaux de doctorat PhD. Mes recherches portent sur l'impact de la culture nationale, globe et des comportements du leader CLT sur la gouvernance au Cameroun, WGI. Elles mettent en évidence plusieurs des phénomènes que vous analysez aujourd'hui, notamment les tensions entre l'autorité et le pouvoir que vous avez appelé ici guerre des clans, leurs effets sur les institutions ainsi que leurs répercussions sur la qualité de la gouvernance au Cameroun. À mesure que je suis vos émissions, je mesure davantage la pertinence et l'actualité de ces travaux. Je suis convaincu qu'ils peuvent constituer une contribution scientifique utile à la compréhension de ces dynamiques et surtout à l'élaboration de solutions susceptibles d'accompagner la réalisation du projet d'un Cameroun émergent. Bonne émission. C'est Dr Henri Samé Etamé, PhD. Je l'ai par moment dit ici et certains ont cru que j'étais un rigolo. Qu'il y a mes problématiques habituellement que je prends ici qui peuvent faire l'objet de soutenance des thèses au niveau des universités. Donc quand je pose mes problématiques, prenez ça très au sérieux. J'avais pris la problématique à une époque où l'affaire Ernest Ouandjé faisait rage. J'ai organisé une émission ici, je pense j'avais 5 ou 6 professeurs dans différents domaines. J'ai dit, laissons la fausse polémique. Moi j'ai pris un sujet qui peut faire l'objet d'une soutenance de thèse à l'université où 2 courants de pensée s'affrontent. Mais ça n'a pas exclu que le CNC me suspende. Alors que moi j'étais à très haut. Moi j'étais à l'amphi. J'avais 2 courants de pensée. Le CNC n'a pas vu ça comme ça. Et ils ont vu sur un regard des conneries qu'on racontait au niveau des réseaux sociaux. Alors que moi j'étais à l'amphi. 2 tendances s'affrontent au niveau de nos leaders du nationalisme camerounais. Et nous pouvons prendre le cas Ernest Ouandjé. Vous pensez qu'on ne peut pas soutenir une thèse comme celle à l'université? Monsieur les gens du CNC, par moment, écoutez-moi bien. Laissez d'abord la sanction. Bernard Owena, nous revenons à nos moutons. Hein. Oui. Nous revenons à nos moutons. En l'état actuel des choses, est-ce que le président de la République peut encore neutraliser ces clans? Je vais d'abord faire une précision. Vous allez voir que il y a des choses qui se ressemblent là, il y a quelques similitudes.
je vais vous amener dans le dossier Martinez-Zogo pour vous dire que également là-bas, il s'agit de 2 clans. Ah bon? Oui. Décidément. C'est devenu le terreau de l'affrontement Il des s'agit clans. de 2 clans Décidément. dans l'affaire Martinez-Zogo. Et ne soyez pas surpris que ce soit les 2 clans dont il est question. Les mêmes deux Oui, Les clans. mêmes 2 Oui. clans. Il s'agit de Dans les mêmes deux clans en Les mêmes question deux se clans retrouveraient se encore dans retrouverait l'affaire dans l'affaire Martinez. Martinez-Zogo. Ça, c'est d'un. De 2, je voudrais vous rassurer parfois ici. Monsieur Biya est un fin manœuvrier. C'est un habile politicien de classe exceptionnelle. Il suit tout ce film-là à distance. D'ailleurs, il y a un ministre qui est allé forcer à Genève, à l'hôtel intercontinental la semaine passée, pour être reçu par le président. Ouais. Le président ne l'a pas reçu. Oh là là. Il a pris l'avion du Il a pris Cameroun l'avion, pour aller chercher à rencontrer le chef d'État en Suisse. descendu à Genève, et il voulait absolument voir le chef de Le frais l'État. du contribuable, certainement. Parce qu'en fait, ce ministre Pour a des le dossiers contribuable. compliqués, de détournements et autres scandales. Il allait donc voir le chef de l'État parce que dans les informations, dans les renseignements dont il dispose, il s'avère que son nom n'est pas dans la dernière mouture du président. Parce que parfois ici, La CATG. je voudrais vous dire que tout ce que vous voyez là, le président est très malin. C'est donc le président lui-même qui va créer le 3e clan. Ah bon? Oui, c'est le clan du président. Le président va créer le 3e clan qui va donc gagner, qui aura le dessus sur les 2 clans que vous voyez en compétition. Heureusement que tu viens au 3e clan. Non, je dis, je devais arriver par là. Un 4e bientôt. Non. Je suis en train de... J'ai dit d'abord qu'il y a 2 clans que tout le monde connaît. Avec insistance. J'insiste qu'il y a 2 clans qui s'affrontent. Il n'y a pas un 3e clan. Alors que Il moi, n'y a je vois que 2 clans. alors que Il je n'y a vois que 2 ma clans. Et chaque clan a son visage. Et tout le monde le sait. Sa mascotte. Maintenant, le président s'est retiré à Genève. Donc, les ripostes que vous voyez là, c'est le Le président travaille à Genève avec quelques personnes qui lui sont restées vraiment loyales. Parmi les quelques personnes-là qui sont aux côtés du président, 24 heures sur 24, il y a bel et bien son fils, Franck Emmanuel Biya. Et il a le privilège de donner son avis sur les arbitrages que le président fait aujourd'hui sur ces dernières moutures de différentes nominations. Vous savez, le président, quand les gens le voient à Genève, là, ils pensent qu'il allait en tourisme. Le président travaille là-bas plus qu'ici à Yaoundé. Ah bon? Le président, en ce moment... aller à Genève, faut travailler. le président, en ce moment, est sur quelque chose que le professeur Biolay a révélé à l'opinion. On peut être physiste. Le président est en train de chercher comment nommer 77 présidents de conseil d'administration qui sont désormais irréguliers. Le président cherche à nommer 102 directeurs généraux et directeurs C'est généraux la Suisse adjoints. qu'on peut chercher ça. Non, il ne cherche pas, il est en train d'arbitrer. C'est-à-dire que département par département, région par région, comment dispatcher les différents postes. 77 présidents de conseil d'administration, 102 directeurs généraux et directeurs généraux adjoints. Le président, quand il se réveille sur ce dans son gouvernement, il jette un coup d'œil sur le Les gouvernement. conseillers techniques. Monsieur Samuel Mbandjor, permettez que Bernard chute. Monsieur Samuel, souffrez que je donne des précieuses informations de première main à nos privilégiés téléspectateurs. Oui, à Genève, le président est en train de finaliser, de peaufiner ces dernières moutures de tout ce qu'il viendra annoncer à la République. Et donc, quand le président va rentrer là, Monsieur Samuel Mbandjor, toi-même, tu vas voir ce qui va se passer. Ça va bouger. Le pays va bouger. Mon nom, c'est pas là. Ils sont nombreux, hein? Ils sont nombreux, Samuel. Ton nom Là, ne sera on pas nous là. parle de 77 PCA, de 100 combien? Oui, 102 directeurs, de DG et DGA, sans compter maintenant Parfois, les ministres. Toi-même, tu peux te retrouver dans les 102 Mais comment tu fais pour dire que mon nom ne Que le ciel t'entende. Nous tous on se bat pour que le nom Ah soit ben, mais comment? Je trouve quand même qu'ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Si on choisit 100 personnes dans ce pays. Et comment ce sont là? On ne va pas prendre quelqu'un. Samuel, je te dis quelque chose. Quand tu développais tantôt, être DG là ou DGA, il faut appartenir à un clan. Et tu penses que je n'appartiens Toi, tu n'appartiens à aucun clan. Comment On va prendre notre clan. Et tu penses que je n'appartiens à plein de Voilà. Samuel Mbandjor, il y a une autre affaire au Cameroun hein, qui fait rage, l'affaire de l'or. Est-ce que c'est également une affaire de clan?
Effectivement, c'est une affaire de clans, parce que quand vous voyez comment le Cameroun a perdu plus de 2000 milliards, vous devez comprendre que les clans ont besoin du nerf de la guerre. Pour les préparer des éventuels paramètres. Et je vais commencer par vous dire ici que tous les pays ont les clans. Mais lorsque le président de la République tient le gouvernail, il a pour mission de neutraliser les clans. Parce qu'il sait très bien, dans toute gouvernance, même quand vous êtes président de l'association des ressortissants de Yabassi, vous savez qu'il y aura toujours un de vos camarades, anciens camarades, qui va avoir des velléités de vous... Qui va vouloir vous évincer. Dans la réunion du village. Donc c'est pour vous dire que combien de fois à la tête de la République. Donc le rôle d'un chef de l'État qui tient les gouvernails, c'est de neutraliser les clans et de ne pas laisser prêter le flanc à certains clans qu'ils sont plus puissants et qu'ils peuvent déjà menacer le pouvoir central. Mais malheureusement, la gouvernance que nous avons au Cameroun laisse plutôt proliférer ce genre de clans, et c'est ça qui commence à inquiéter, parce que si le travail était dans le sens d'atteindre des objectifs, d'atteindre une croissance, d'atteindre des résultats qui vont permettre à ce que le peuple sache que non, le clan-ci se bat vraiment pour que on ait des taux de croissance, on ait des emplois, on ait des ressources supplémentaires pour améliorer les conditions de vie, mais on se rend plutôt compte que des clans nous font perdre 2000 milliards de francs CFA dans l'or. On se rend compte que les clans nous font perdre les performances des entreprises d'État. Vous savez qu'un rapport de la Chambre des comptes a été rendu dernièrement, qui fait état de ce que plus de 1800 milliards de francs CFA injectés dans les entreprises d'État n'ont permis de faire retourner que 52 milliards. C'est 1800. Donc, sur 1800 milliards qu'on injecte dans les sociétés d'État, quand on fait le budget que vous voyez chaque année là, l'État injecte l'argent dans ces entreprises. Quand on dit qu'un budget c'est 15 milliards, 20 milliards, 50 milliards, toutes ces entreprises réunies, l'État investit de l'argent dedans. Mais ces entreprises ne font pas un retour sur investissement. On se retrouve donc avec un taux de performance de 2%. Or, ces entreprises sont gérées par qui? Ces entreprises sont gérées par des clans. C'est pour ça que j'ai dit à Bernard Ona que les clans, on recrute. Vous voyez, on va mettre les nouveaux directeurs généraux, on va mettre les nouveaux PCA et autres. Mais on ne les met pas sur la base de la productivité, sur la base du rendement. On se rend donc compte que le Cameroun perd des milliards, le Cameroun perd des centaines et des milliers de milliards, et les clans sont là, ils ne se concentrent que sur la conquête du pouvoir central. Et c'est là où ça commence à poser problème. Et les horizons commencent à s'assombrir, parce que plus le temps va passer, plus on va continuer à perdre de l'argent, parce que au-delà même de ce que nous voyons, il y a des sommes d'argent qui sont puisées. Vous voyez un peu comment l'économie du Cameroun fonctionne. On vous dit que, nous qui sommes des journalistes, quand vous allez dans les services financiers de l'État, on vous dit que le budget 2025, le budget 2026 n'est même pas encore commencé. Et nous sommes déjà à la moitié de l'année. En juin, est fini. Nous sommes en juillet. Nous sommes en juillet. Oui, nous sommes en juillet. 7e mois. On vous dit que 2026 n'est même pas encore commencé. On appelle ça fonctionnel. Les services financiers de l'État sont encore en train de travailler sur le budget de 2025. Et on vous fait comprendre que le taux d'exécution du budget 2025 n'est même pas encore en train d'atteindre les 30%. Ça veut dire que la situation... Attendez un peu ça. Vous avez vu ce genre de fonctionnement où dans un pays? Non, mais je vous dis que parfois ici, c'est là où nous sommes aujourd'hui. Et c'est là où vous allez comprendre que la trésorerie de l'État est sous très forte tension. Au-delà des discours que les camarades de Bernard Ona viennent tenir devant les discours que non, le gouvernement, le taux d'endettement est soutenable, on va à Paris faire comprendre que non, le Cameroun est sur la bonne voie de l'émergence et que on va commencer à... Non. Les batailles de clans que vous voyez ont des conséquences qui sont énormes sur l'économie de l'État. Regardez la bataille qu'il y a aujourd'hui avec la SEDEC, la Caisse de dépôt de consignation. Mais vous voyez, ce sont des mécanismes. Je suis avec le club des banquiers qui était à Yaoundé la semaine dernière. Et nous avons des capacités d'échanger avec des personnes qui maîtrisent certains domaines en tant que journalistes. Oui. Et nous finissons par comprendre que nous sommes dans un très mauvais tournant. Et il est
il est plus que urgent que le chef de l'État, de là où il se trouve, puisse casser ses clans. Très bien. Puisse casser ses clans parce que c'est là où le troisième clan dont parlait Bernard. Intervenir. Le troisième clan est même déjà là. Il est là. Et rassurez-vous, le quatrième clan est en train de regarder les trois clans. Parce que lorsque vous n'allez pas réussir, le Cameroun est un pays différent de ce que vous avez vu au Tchad, de ce que vous avez vu au Gabon, de ce que vous avez vu au Burkina Faso. Le quatrième clan est en train de vous observer. Lorsque vous allez franchir la ligne rouge, vous allez voir ce qui va se passer dans ce pays. Vous n'allez pas plonger ce pays dans le chaos pour des intérêts égoïstes. Merci. Dans ce temps, des milliards volent en fumée et nous avons des factures impayées dans ce gouvernement et nous n'arrivons pas à soutenir le train de vie. La rentrée arrive bientôt. Les championnats ne sont pas organisés dans les villages pour aider les enfants à préparer leur rentrée scolaire. Vous vous battez pour avoir le pouvoir central. C'est méchant et c'est malhonnête pour des gens qui aspirent à gouverner un pays comme le Cameroun. Merci. Le message est passé. Merci Samuel Bonjour. Mais pour ça à qui je m'adresse. J'ai une autre préoccupation, parce que au regard des deux grands clans qui existeraient, au regard des profils de ces deux grands clans, nous avons encore la nette impression que nous ne sortons pas de l'auberge. Alors de qui se moque-t-on? Parfait. Oui. J'ai encore peu ton idée. Ah non, parce que le grand dame dans cette histoire, c'est qu'aucun clan n'a que le Cameroun, n'a que les masses populaires. Dommage. En fait, c'est ça. C'est une espèce d'aristocratie, d'oligarchie qui roule pour son compte. Même de méchanceté. Donc, c'est ça même le vrai drame. Parfait. Bon, je veux bien croire que le président est en train de travailler. Hein? Mais je tiens quand même à te rappeler, Bernard, qu'il a nommé là, il a fait des petites modifs là, dans le Conseil supérieur de la magistrature, mais même jusque-là, il n'a pas tenu le conseil. Hein, et que des gens sont là en attente, ils veulent déjà aller en retraite, ils ne peuvent pas, ils attendent des avancements, cela ne le fait pas. Quand on dit qu'on travaille, on n'attend pas la fin. Hein? On n'attend pas le soir. Mais la machine on travaille pendant que le jour se lève. On n'attend pas le soir. Mouvement, monsieur. Donc je veux croire qu'il travaille. Mais je dis que là, peut-être que c'est parti. C'est très grave. Parfait. Disons-le, le président, là où moi je suis d'accord, c'est un fin politicien dans le sens le plus machiavélique du terme, mais je tiens à te dire qu'il a formé aussi, finalement, learning by doing. C'est-à-dire que ces lieutenants que tu vois et qui font faction, eux-mêmes ont appris à connaître le maître. Et je peux te dire qu'aujourd'hui, ils ont mobilisé, ils ont une capacité de mobilisation effective qui fait que même le maître, un tantinet, devrait les redouter. Parce qu'ils ont désormais une capacité de nuisance qui est incontestable. Le monstre faut se méfier. Mais ça me rappelle un peu lorsque le serpent veut mettre bas, entre guillemets. Ce n'est jamais au sol. Hein. Il se met toujours sur l'arbre. C'est à partir de là-bas qu'il lâche les petits serpents. Et je voulu comprendre pourquoi. Un monsieur m'a expliqué que quoi? Si le serpent lui-même lâche les petits au sol, et si un seul petit le mord, le serpent là lui-même meurt. Est-ce que nous sommes arrivés à cette affaire? C'est à ce niveau, et lui-même en est conscient. Il faut aller à Genève. Lisons quelques messages. Monsieur Parfait ici. La sagesse d'un patriarche transcende toujours l'astuce des factieux qui ourdissent des coteries. Un patriarche peut feindre la distraction tandis qu'il scrute et ausculte les agissements de son entourage. J'ai la ferme conviction qu'il discerne tout, qu'il perçoit tout et qu'à l'heure idoine, il statuera avec clairvoyance. Jamais il n'abandonnera le Cameroun aux mains de ceux qui n'ont point d'amour pour cette terre et pour son peuple. Car un patriarche ne lègue pas l'héritage aux prodiges qui dilapident, mais aux bâtisseurs qui perpétuent. Bon, moi je vois qu'il y a des Camerounais, qui croient à l'éternelle lucidité d'un humain. C'est bien ça, les gars. Moi, je vous dis toujours que la biologie va vous rappeler à l'autre. Alors, quelqu'un me parle d'une enquête sur les volets d'or et les détourneurs de fonds publics au Cameroun. Bon, je pense que c'est mieux que vous m'appeliez en enfin,
Parce qu'au regard des informations... D'ailleurs, on a suspendu 77 ans. Vous me donnez là. Ça résout le problème. Oui, je voulais dire quelque chose. En quelques secondes. Oui, concernant l'affaire de l'or, vous allez remarquer que, j'insiste, que les services de douane n'ont recensé que 22 kg de douane d'or qui sont sortis du Cameroun. Et par contre, donc, les autres... la grande quantité d'or... Ça, c'est sur une destination d'ailleurs. Qui est évaluée à 2000 milliards, est donc sorti comment du Cameroun? Voyez donc la guerre des clans. De toute cette actualité sur l'or, le clan d'en face a trouvé le bouc émissaire. Baboké. Vous pensez que c'est Baboké seul qui pouvait être à l'origine tous les clans, de l'exportation? Tous les clans sont dans le même trafic. Tous les clans sont dans l'or. Et c'est lorsque la mafia ne marche pas, Vous ne me suivez pas on bien. commence à créer... Je vais donc faire comprendre. La réponse a été très violente. Les deux camps s'affrontent violemment sur le problème de l'or. J'avais dit la semaine dernière que concernant ce qu'il faut appeler au Cameroun désormais affaire Babouké, nous étions déjà en train de boucler notre enquête. Lorsqu'on mettra ce sujet dans... Je vais parler comme le président dans les prochains jours. Oui. Vous serez invité. Je serai là. Parce que les Camerounais ont le droit d'avoir la bonne information. Tout à fait. Est-ce que Babouké, c'est l'homme véritablement qui aura pillé l'or du Cameroun, ou alors c'est celui-là qu'on veut sacrifier? Nous sommes en train de boucler l'enquête. Non, dans la mafia, personne n'a le plus propre. Donc, bonjour, monsieur Aïssi. Vous parlez de clan. Où est donc... Bon, on avait lu ça. Hein. Perfect, bonjour à vous et à tout le panel. Laissez-nous ce qu'on raconte de ce que le président est en train de travailler et qu'à son retour, les choses vont bouger. Rien ne va bouger. Nous allons toujours rester à attendre l'enfant qui ne viendra jamais. C'est un Kono Benoît Akrebi qui envoie cette contribution. Bonjour, parfait. Alors, bonjour, parfait. Le Lumumba veilla de la modération, parce que tu es imperturbable quand tu modères. Merci. Bonjour également à ton panel. Parfait, la guerre des clans au Cameroun n'est même plus seulement qu'au sommet de l'État. C'est désormais à tous les États de la société. Il y a effectivement des clans au sommet de l'État, des clans dans nos ministères, dans nos entreprises, dans nos partis politiques, dans les clans même dans nos familles. Ce qui est grave dans cette situation est que ces clans ne se limitent plus à la guerre des idées. Ils ont installé et entretiennent un climat de tribalisme, de frustration, d'intolérance, de la répulsion de l'autre, de repli identitaire et surtout de la haine. La situation est très grave, parfait. C'est pour cela que moi, sincèrement, je ne trouve plus ni l'urgence, ni même la nécessité d'un remaniement, encore moins de la nomination d'un vice-président. Parce qu'il y a bien plus urgent aujourd'hui dans notre pays. La mise en place d'une véritable commission, vérité et réconciliation. Nous devons anticiper, parfait. N'attendons pas le feu pour venir jouer après aux sapeurs-pompiers, car la situation de notre pays est tellement grave aujourd'hui qu'un nouveau gouvernement qui sera certainement composé des mêmes qui ont provoqué cet état de choses ne pourra y apporter des solutions. Tu vois, parfait. Il est devenu normal aujourd'hui qu'un compatriote dise à Mondovision qu'il est un tel ou tel autre compatriote ou communauté, et qu'un autre déclare à son tour, toujours à la télévision, que la réconciliation avec ce monsieur, un autre compatriote, est totalement impossible. Tu vois que c'est gravement parfait. Vraiment que le président rentre nous organiser d'abord la réconciliation entre les fils de ce pays. Pour moi, c'est le préalable aujourd'hui. C'est Emilio depuis Berthois qui envoie cette contribution. Buvez de l'eau glacée. Et je vous annonce que l'émission est actuellement terminée. Sans aucun clan, je dis merci à Bernard Ouena, je dis merci à Samuel Bonjour, merci à Alain Douk. La rediff, c'est ce soir à partir de 22h30 avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs?